Salut à tous les trois, merci d'être là pour parler aujourd'hui de votre expérience à l'école Rubika et aussi du film sur lequel vous avez travaillé l'année dernière, si je me trompe pas, vous êtes tous et tous en troisième année et vous avez fait ça en deuxième année. Donc on va se concentrer sur un petit peu tout ça, mais peut-être d'abord vous présenter, qui veut commence quoi, juste sur qui vous êtes, peut-être un petit bout sur votre parcours, si vous avez fait une école avant, une prépa, des choses comme ça dans votre parcours. Moi je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Oscar Bourgine. Je suis du coup élève en troisième année à Supinfocom Rubika en animation 3D. J'ai 22 ans et avant d'intégrer Rubika, je suis passé par 2 années de classe préparatoire en animation à l'atelier de Sèvres, puisque je suis sorti d'un lycée scientifique et j'avais vraiment très peu de bases de dessin. Oui. Et comme c'était une école qui avait quand même un concours relativement exigeant pour l'entrée, je l'ai passé 3 fois ce concours du coup. Une première fois pour voir comment c'était. Une deuxième fois en pensant que ma première année suffirait et comme j'avais pas non plus été repris cette fois-là, j'ai refait une année de prépa pour réussir à rentrer et une fois que je suis rentré, j'étais plutôt content. Sinon, moi, du coup, c'est Martinez Elena. Et moi, comparé à Oscar, je suis sortie du lycée. Je suis directement rentrée en première année parce qu'en fait, j'ai fait un lycée technique, un bac technique STD2A. Et ça m'a permis en fait de rentrer sans passer par la prépa. Et je suis dans la même classe qu'Oscar. Du coup, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. J'ai pas eu un parcours aussi grand que le sien, on va dire. Chaotique. Ouais, non. Alors bonjour à tous, moi c'est Yuna Vanegas et comme Elena, en sortant du lycée, j'ai directement été prise en première année à Rubika. Donc avant ça, j'avais fait un bac STD2A, donc axé sur le design et les arts appliqués. Donc ça m'a quand même bien préparé pour tout ce qui est rendu et technique. Mais du coup, je suis dans la même promo que Oscar et Elena, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Donc vous avez tous été dans la même classe dès le début, donc j'imagine que première année, deuxième année, ça se suit. Il y a pas plusieurs premières années. Ça, je sais pas trop comment ça marche. Si. Il y avait, quand on est rentré, il n'y avait que 2 classes en animation 3D. Maintenant, il y en a une troisième, c'est une classe internationale réservée aux élèves justement anglophones et qui ne parlent pas forcément français. Et à l'époque, en fait, chaque année, les classes étaient remixées. Nous, on a eu de la chance, on est tombés ensemble en première et en deuxième année. Cette année, je me suis retrouvé dans l'autre classe et elles ont continué dans la même. Ouais. Mais du coup, ces classes déterminent pas spécialement un niveau ou une filière jusqu'en fin de troisième année. C'est après pour le master que ça va se séparer. Simplement, par contre, ça catégorise les gens avec qui vous allez faire votre projet d'année ou pas. On ne fait pas de projet d'interclasse puisque en termes d'emploi du temps, c'est compliqué d'avoir. Des fois, on a des journées de suivi, et des fois, on a des journées de cours ou de masterclass. Et évidemment, comme il y a qu'un prof pour 2 classes, on peut pas avoir le même cours en même temps. Donc, il y a des jours où on n'est malheureusement pas sur les mêmes horaires. Mais la promo reste la même de toute manière dans les 5 années. C'est ça. C'est juste qu'on a 2 classes différentes en termes de logistique et d'organisation, c'est plus facile. Ok. Et donc il y a des choses justement qu'on avait déjà évoquées dans la vidéo précédente avec quelqu'un d'autre qui est dans l'école. Mais comment ça s'est passé de votre côté justement le côté entrée dans l'école, à la fois sur l'aspect concours, l'aspect aussi pas évident d'aller dans une école qui coûte très cher, etc. C'est quoi un peu votre parcours par rapport à tout ça? Et ensuite on ira, je pense, sur le côté un peu plus ce qui se passe concrètement dans les cours. Peut-être pour parler de notre expérience, déjà, nous, on est rentrés, enfin moi en tout cas pour ma part, c'était pendant la période du Covid. Donc en fait, le concours, personnellement, moi je l'ai pas fait du tout à l'école, comme il aurait dû se faire. Donc en fait, on l'a fait en distanciel. Et pour rentrer pour le concours, il faut savoir qu'il y a un stage préparatoire aussi qui est organisé. Et moi, je l'ai fait, du coup, c'est en fait une semaine avant le concours, qui est consacrée uniquement à apprendre, enfin tous les exercices en fait qu'il y aura au concours sont du coup préparés à l'avance avec des profs de l'école qui nous donnent des conseils sur comment s'améliorer, et ça dure du coup 5 jours il me semble, et au bout de ces 5 jours du coup il y a le concours qui arrive juste après. Mais tout s'est fait en distanciel pour ma part, et après disons que pour l'aspect financier, mes parents s'étaient préparés il y a longtemps parce qu'ils savaient très bien que je voulais m'orienter là-dedans, et ils se sont dit que malheureusement ce que je voulais faire allait forcément coûter beaucoup d'argent. En fait, l'art, les études d'art généralement coûtent pas mal d'argent, donc ils ont mis beaucoup d'argent de côté parce que je pense que depuis que je suis en primaire, je sais que je veux aller dans le dessin et dans tout ce qui est artistique, et plus j'ai avancé dans l'école, plus ça s'est concrétisé, et disons que ils m'ont inscrit à un stage à Rubika pour en seconde, pour pouvoir voir et découvrir un peu l'école, de stages découvertes qui sont organisés d'ailleurs tous les ans à Rubika. C'est sur une semaine du coup. Il y a 4 sessions d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il y a 4 sessions. En fonction des aussi, pareil, ça peut être très bien l'été, comme je crois qu'il y en a aussi la mi-saison. Après, il faut préciser que c'est payant aussi. Oui, c'est payant. Ah oui, non, c'est payant. C'est payant. Et même les 5 jours de préparation, comment ça marche ce truc-là, je connaissais pas. C'est ça, en fait, donc c'est aussi payant en plus. Donc c'est une préparation, disons, pour le concours, pour expliquer, il y avait 3 épreuves, il me semble que c'est ça. Il y avait l'épreuve d'observation, donc il fallait refaire et dessiner des objets qu'on allait mettre devant nous. Donc en fait, c'est vraiment de la nature morte. Une épreuve de création. Il y avait la culture générale, enfin un test de culture générale, mais ça du coup on n'a pas besoin il y a pas d'exercice là-dessus, c'est la culture générale quoi. Et il y avait une autre épreuve, c'était, je sais plus ce que c'était, si vous pouvez m'aider, Oscar et Yuna. Oui, il me semble qu'il y avait j'y suis pas allée moi. Le concours, il a changé. Il y a une nouvelle formule, je crois, depuis l'an dernier. Je crois que globalement c'est la même, c'est juste qu'ils ont supprimé l'épreuve de culture générale parce que c'était vraiment trop. En fait, chaque épreuve a un coefficient qui détermine une note à la fin. Et le culture générale, je crois qu'on n'était même pas à 8% de la note finale, donc c'était trop peu. Oui. Ils l'ont retiré. On avait une épreuve de créativité et de couleur, une épreuve de dessin d'observation et une épreuve de storyboard, en plus de l'entretien. Sachant que l'entretien fait 40% de la note et est éliminatoire à moins de 10. Ouais, c'est ça. C'est globalement l'épreuve à ne pas louper. C'est présentation de portfolio, explication de parcours, léger entretien en anglais juste pour voir si t'as le niveau de base. Ensuite, c'est globalement un échange. C'est même pas un interrogatoire. C'est tu vas parler de ce que t'aimes. Les examinateurs vont réagir, te demander si jamais t'as des références. Est-ce que t'es intéressé par ce domaine-là? Est-ce que tu connais tel artiste? Globalement, c'est juste voir à quel point t'es passionné et à quel point tu t'es renseigné sur ta passion, quoi. Regardez, je suis vraiment arrivé les mains dans les poches. Ça a été très rapide. Après, faut préciser que les sessions d'entraînement dont parlait Elena, elles sont pas forcément obligatoires. C'est-à-dire que moi, j'ai passé le concours. J'avais absolument passé aucun séjour de préparation. Je m'étais juste bien renseignée sur comment allait se dérouler le concours, mais j'étais vraiment allée avec mon book et avec mes espoirs. Et le plus important, je dirais que le plus important, c'est de vraiment, pour le concours, en termes de book et d'épreuves, faut vraiment juste savoir sortir de sa zone de confort, savoir un peu tout faire et avoir un peu de culture générale aussi, et même juste sortir de sa zone de confort de manière générale, que ce soit en termes de culture générale ou de technique artistique. En première année, c'est vrai qu'ils demandent des profils très généralistes et c'est après que tu vas te spécialiser. Donc c'est bien si tu as au moins un peu touché à tout. J'avais eu la chance d'avoir beaucoup d'échanges par mail avec certains professeurs de l'école entre mes années où j'avais essayé. Et à la fin, en fait, vraiment, ils étaient en train de me pousser. Alors, je déteste la photo, à faire de la photo, à essayer, à faire de la peinture. J'ai même fait du papier découpé. En fait, ils m'ont vraiment dit tout ce que tu peux essayer, essaye. De toute façon, ça sera pas perdu. Et globalement, ces séjours, faut aussi juste, par contre, se dire que ça va pas t'aider à avoir le concours. Ça va t'aider à être peut-être plus à l'aise à l'oral, à moins stresser, à mieux préparer l'épreuve. Mais techniquement, en fait, la session est à J-5 du concours. C'est à ce moment-là, en fait, si on voit qu'il te manque des choses dans ton dossier, en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que c'est surtout pour t'aider à finaliser ta présentation. Oui. Mais il faut faire un gros travail en amont. Faut pas se dire, je passerai le concours post-séjour et de toute façon, le séjour va m'aider à l'avoir. C'est une aide, pour être dans de meilleures conditions. Ça, c'est surtout de meilleures conditions. Vu que l'oral fait une grande partie, échanger avec les gens, être en condition d'examen blanc, c'est pas mal. Surtout si vous avez pas fait prépa, parce qu'en prépa on avait des concours blancs, mais au lycée, bon, je me doute que c'est pas forcément tout le temps le cas. Non. Oui, et globalement sur le côté concours, ce que je dis le plus souvent, enfin, moi j'ai fait juste une école de beaux-arts, donc c'est encore plus général que ça. Et c'est toujours un peu ce même truc on présente ce qu'on a déjà fait par le passé, on montre qu'on a, quand on dit avoir tout fait, ça veut pas dire être bon partout, c'est avoir essayé des trucs, voir j'ai déjà fait ça, j'ai envie de pousser plus dans cette école, pourquoi cette école, enfin. En fait, c'est de la curiosité. Ce côté-là, en fait, qui est important. Ouais, et puis il y a tellement d'écoles, c'est vrai, ils te demandent vachement de préciser pourquoi tu veux celle-ci aussi. Ouais, c'est ça. Donc il faut, même si les réponses peuvent être un peu bateau ou je sais pas quoi, il faut quand même être un peu renseigné, peut-être en disant, il y a telle personne qui me l'a conseillé, ou alors j'ai appris qu'il y avait tel professeur, enfin, des trucs comme ça, quoi. Je sais que, en tout cas, dans notre école, ils sont vachement sensibles à l'investissement et juste la passion que tu donnes à ton travail. C'est-à-dire que même si on a un niveau de dessin excellent, même si on a une excellente technique, s'il n'y a pas la passion, l'investissement et la curiosité d'apprendre qui va avec, ça va moins jouer dans la balance que quelqu'un qui a pas forcément une technique parfaite, mais qui, ça se voit, a vraiment envie d'apprendre. Parce que c'est le but d'une école, en fait, c'est d'apprendre. Donc c'est normal qu'on sache pas tout au moment du concours, et faut vraiment montrer qu'on est vraiment investi et qu'on a vraiment envie, quoi.
Et après, une fois que vous êtes rentré cette première année, elle s'est passée comment pour vous déjà? Vous vous êtes croisés dans cette première année-là, donc vous avez déjà peut-être construit si c'est pas des projets ensemble, en tout cas des façons peut-être de travailler en commun ou des choses comme ça, travailler sur vos exercices en même temps, en petits groupes ou quoi? Avec On a un projet. Oui. Ouais, on avait un projet. Il y a un projet par an globalement et ça forme déjà des mini-équipes. Avec Yona, on s'est retrouvé dans la même équipe, par exemple, pour le projet de première année. C'était une bande dessinée. Globalement, ce projet-là a été surtout un peu comme une démonstration de ce qu'allait être un projet de groupe par la suite, parce que le projet avait en fait changé quasiment chaque année en termes d'organisation. Donc la structure était un peu à chaque fois, ça tâtonnait un peu pour voir à quel moment on démarrait telle ou telle production. Il y en a plein qui avaient jamais fait de travaux en groupe. En prépa, j'en avais déjà fait un ou deux, mais rien d'aussi long. C'était des projets d'une semaine grand max. Là, c'était vraiment un projet. La BD, elle a duré facilement 5 mois. Et c'était un énorme investissement de travail. On avait 36 planches à rendre, tout en couleur, autour d'un scénario validé. Et en faisant les autres cours à côté aussi, j'imagine. C'est ça. Et ça freinait pas. Donc, c'était un peu compliqué. Mais du coup, ça a resserré les liens entre beaucoup de personnes de la promotion, je crois. Ça a donné une première expérience de travail. Le plus souvent, quand même, négatif à beaucoup de gens sur ce projet-là, même si dans l'ensemble on avait bien aimé le projet, c'est juste qu'il y en a plein qui ont réalisé à quel point c'était stressant un projet de groupe, à quel point le travail des autres pouvait impacter le tien, à quel point ton travail pouvait impacter celui des autres. Et du coup, l'année d'après, en fait, je pense que beaucoup de groupes pour le deuxième projet, donc celui qu'on présente aujourd'hui, beaucoup de groupes se sont très rapidement mis des règles pour ne pas retomber dans les mêmes travers qui avaient été rencontrés en première année. D'autres ont été évidemment rencontrés puisqu'on a fait totalement autre chose, mais il y a quand même certaines mauvaises expériences qui ont pu être évitées grâce à ce premier projet. Et cette année, ça va être la même chose. On va éviter ce qu'on a mal fait l'an dernier. Oui. Et comment ça s'est passé alors pour faire une BD à plusieurs? C'est un peu ce que je me demande, parce que autant le film, je me dis, ok, toi tu fais les décors, toi tu fais les persos, toi tu fais le clean. Enfin, tu vois, ça se divise un peu plus, alors que sur une BD, souvent c'est des projets un peu solo, à part dessin, scénario, couleur. Donc là, comment vous faites pour diviser ça c'était justement toute la complexité du projet, en fait. Là, on était 6, c'est énorme pour faire une bande dessinée. Ouais, j'ai du mal à voir comment ça peut marcher. C'est ça, en gros, c'était la BD à la base, c'est quand même un job presque individuel. Et là, on était dans un travail de groupe, mais c'est parce que c'était à but pédagogique, dans le sens où chacun devait toucher à tout. Donc, on devait se répartir les tâches presque à chaque fois. Le scénar, en fait, tout ce qui était pré-production, en tout cas dans notre groupe avec Oscar, ce qu'on avait fait, c'est que pour le scénar, on essayait de faire on faisait des très longues on faisait des très longues réunions. Et on essayait, pour la prépa, on essayait de vraiment mettre tout en commun. Donc tout ce qui était recherche de Cara, tout ce qui était scénario, on essayait de tout mettre en commun. On essayait vraiment de partager nos idées et que tout le monde soit presque à l'unanimité d'accord avec ce qu'on disait. Et pour tout ce qui était production, là c'était plus facile de diviser le travail. Donc là on se faisait un planning, telle planche à telle planche, c'était une personne. Enfin, c'était beaucoup plus facile en production, mais c'est vrai que la pré-production a demandé beaucoup plus de travail. Donc pour décider qu'est-ce qu'on va faire, sur quelle direction artistique on part et tout, quoi. Parce que chacun, j'imagine, veut avoir son truc un peu perso. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on avait 6 planches à rendre individuellement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, si quelqu'un était un peu plus lent, lui prendre une planche. C'était 6 planches par élève. Qui doivent être cohérentes dans la direction artistique et tout. Le plus possible. Donc ceux qui, en plus, comme en première année, il y avait des gens qui venaient vraiment de plein d'horizons différents. En première année, par exemple, moi, forcément, je suis arrivé après 2 ans de prépa, Photoshop, InDesign, tout ça, je connaissais déjà un peu. Et il y en avait qui avaient jamais touché ça de leur vie. Et du jour au lendemain, tu dois faire une BD qui a quasiment, quand tu tournes la page, la même direction artistique, le même niveau graphique. Donc, il y en a qui ont dû un peu, ne pas se laisser emporter par leur envie de faire du détail, beaucoup de shading, utiliser plein de brushes et tout. Pour justement que ceux qui ont moins l'habitude et pas une montagne, colossal à apprendre, technique à faire dans les temps pour pouvoir rendre en même temps 6 planches dans la même direction artistique. Je sais que nous, en tout cas, ce qu'on avait fait, par exemple, c'est qu'on avait fait, j'avais organisé une page pour avoir, parce qu'on a tous des styles différents, surtout en sortant du lycée ou même peu importe la prépa. C'est très dur. C'est surtout l'exercice. Enfin, le but de ce projet-là, c'était aussi d'avoir des pages différentes, de personnes différentes, mais de le moins possible remarquer la différence entre graphiquement au niveau de la direction artistique. Et je sais que nous, dans notre groupe, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vraiment fait une direction artistique, très simple. Dans le sens, comme ça, tout le monde pourrait, en tout cas, la réaliser sans aucun problème, que ça soit des personnes qui étaient moins bons
en dessin ou des personnes meilleures. Et j'avais fait tout un tuto étape par étape sur comment réaliser la couleur du personnage, où est-ce qu'il faut mettre les lumières, à telle planche et à telle planche, comment est-ce qu'on met les lumières. Et ça permettait en fait à chacun elle était vraiment très simple, avec un line très simple. Et c'est pourtant ce qui a fonctionné en fait dans notre BD à nous, c'est que tout était très simple, mais du coup ça fonctionnait puisqu'on est parti sur la simplicité, et c'est ce qui a permis en fait de faire une BD entre guillemets homogène au niveau de la direction artistique. Alors, faut savoir que le thème, on l'a pioché. En gros, ce qu'on a fait, c'est que chacune des classes, on était 2 classes, et chacun en premier semestre devait présenter un projet individuel. Et seulement 8 seraient sélectionnés, donc 4 par classe. Et la classe 2 a pioché les projets sélectionnés de la classe 1 et inversement. Donc nous, on a pioché au sort et on a chopé du coup une histoire d'heroic fantasy avec une bande d'aventuriers avec en personnage principal une alchimiste qui en gros vivent dans un royaume dans lequel la reine s'est fait voler son âme par le voleur d'âme et ils doivent récupérer l'âme de la reine. Ok. Du coup, on avait les codes de la BD aussi à respecter, première de couverture, deuxième de couverture, laisser des pages blanches pour le sommaire, trucs comme ça. Comme ça allait être imprimé, au final, on avait pareil des codes des cotes à respecter. Ouais, ça, à laisser bien en blanc et tout. On avait 3 intervenants qui nous ont aidés d'ailleurs tout le long du projet. On avait de temps en temps, plus régulièrement sur la fin, des journées de suivi dédiées uniquement à ce projet. Et globalement, en fait, c'est là qu'on a vraiment commencé à réaliser que la communication dans un projet de groupe, c'était vital. Il fallait faire énormément d'allers-retours. Alors, dans la classe, on a la chance, dès la première année, on a la chance d'avoir 2 écrans par PC, par élève surtout. Donc, c'est très bien. On peut travailler assez efficacement, mais fallait faire beaucoup d'allers-retours des uns et des autres. Par exemple, en fait, au début, on faisait un peu tous en même temps. Puis quand ça a commencé à être sur la bonne moitié, deuxième partie du projet, on a commencé à se répartir des rôles. Par exemple, moi, je me suis vraiment occupé du montage sur InDesign de toutes les planches, surtout les recherches graphiques, parce qu'à la fin de la BD, on a la bible graphique qu'il fallait compléter. Pendant que moi, je faisais ça, par exemple, il y en avait qui préparaient le PowerPoint pour la présentation finale, qui commençaient à écrire les parties qui allaient dire quoi. Les dialogues aussi, c'est tout bête, mais on avait laissé des cases pour le storyboard, mais les dialogues, ils n'étaient pas faits, fallait qu'on les réécrive correctement. On avait même un responsable orthographe parce que moi c'est pas trop mon fort. Et globalement, je vais montrer juste la bible graphique. Hop, voilà. Ouais, donc on avait 36 pages de bande dessinée et 36 pages de bible graphique où on devait en gros présenter tout notre procédé de pensée en fait. Donc line-up, recherche de personnage final, posing, facing. Et après, vous avez imprimé ou vous avez... Oui, ça a été imprimé. Ça a été imprimé. Je sais pas si quelqu'un l'a chez soi, moi c'est chez mes parents. Moi je l'ai, je crois, mais je l'ai toujours. Mais je la passe un peu à tout le monde. Non, mais je la passe un peu à tout le monde, donc elle passe de main en main parce qu'elle est unique en fait. Il n'y en a qu'une, donc. Mais c'était surtout ça aussi le problème, c'est qu'il fallait penser à l'impression, aux couleurs aussi quand elles allaient s'imprimer, parce que ça faisait pas tout le même rendu. Toute l'année tu travailles en RVB et d'un seul coup on te dit que tu dois rendre des planches en CMJN. Il y en a plein qui se sont fait avoir. C'est ça. Oui, c'est ça. Et le rendu n'était pas forcément top. Ouais. Voilà. Une fois que, enfin, je sais pas comment s'appelait la tienne, Elena, si on peut la retrouver. Moi, c'était une BD qui n'avait rien à voir avec la leur. C'était vraiment une BD huis clos slasher. Donc, clairement une BD d'horreur. Et notre synopsis, c'était en fait des bandits, des voleurs qui devaient voler un artefact spécial dans le musée. Et en fait, cet objet, il est hanté. Ils se font poursuivre par un mystérieux slasher. Et puis, il y a des morts. Et c'est beaucoup d'action. Et mais voilà, ça n'a rien à voir. Mais je l'enverrai du coup par mail pour avoir des visuels, parce que je crois que, on avait vraiment réussi l'exercice. Le groupe d'Oscar. Vous avez majoré, je crois. Je crois qu'on était pas loin, ouais. Je crois qu'on était. Non, c'est Calaman qui a majoré. Oui. Parce que aussi, en fait, on n'était pas tous égaux en termes de scénario et de thème. C'est par exemple, en fait, votre BD, je crois que vous aviez justement volontairement fait un scénario plus simple et faisable et que ce soit plutôt visuel pour qu'en 36 pages, la BD ait un bon rythme. Là où nous, c'était extrêmement rapide parce que faire une quête d'Heroic Fantasy en 30 pages, pour qu'elle soit crédible, c'est compliqué. On avait eu de la chance là-dessus, mais nous, on est vraiment partis, et je sais que, c'est un parti à prendre. Vous étiez très, très chaud à faire quelque chose vous avez beaucoup été entraîné par le sujet, et je pense que ça vous a plu. Et on a eu des aléas de santé pour un de nos membres, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de temps à un moment. Mais au niveau de la pré-production, moi, je voyais vos réunions, vous étiez vraiment
enjoué à oui, on pousser était la vraiment chose. très très investis. T'as pas vu toutes les réunions alors. Je pense qu'il y a une C'est bon, question. l'image est positive, il faut le laisser Il y a comme ça, eu- faut pas. ouais. C'est ça. Il y a eu C'est quelques ça. craquages à certains moments, nerveux. C'est normal. Faut laisser les gens rêver un peu. Voilà. Non mais ils ont eu raison, mais du coup ça fait que nous en l'occurrence on avait des personnalités beaucoup plus posées et je sais que moi et certaines personnes du groupe on a beaucoup réfléchi en qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire et en fait on s'est posé des limites, on n'est pas parti trop loin et on s'est vraiment dit plus on reste dans le simple. Plus en fait ça sera un avantage si on le fait bien parce qu'il faut être dans le simple mais il faut aussi bien savoir jouer pour pas que ça fasse non plus un projet où on a l'impression De toute qu'on façon, n'a rien un fait projet, quoi. il y a toujours un moment où il va y avoir des tensions ou des problèmes, que ce soit lié au stress, lié au retard, lié Oui. aux problèmes de matériel des fois ou de santé. Et puis en vrai, en fait, même si tu es le plus anticipatif, enfin même si tu anticipes au maximum, il va forcément des fois se passer un problème. C'est tout bête, mais par exemple pour notre BD avec Yuna, comme je disais tout à l'heure, on a un moment qui a eu un gros problème de santé à un moment qui a fait qu'à quelques jours du rendu final, elle était indisponible et on n'avait pas son travail. Pourtant, en fait, depuis le début du projet, avec les 2 personnes qui avaient fait de la prépa, on était vraiment, on essayait au maximum d'anticiper et d'être le plus en avance possible au cas où on aurait un problème comme ça pour pouvoir le tanker. Et ça a pas loupé. À J-6, on s'est retrouvé avec 6 pages blanches parce qu'on avait un membre qui était plus du tout joignable du jour au lendemain et il a fallu trouver une solution très rapidement. Ça a pris quelques nuits blanches, mais du coup, on a réussi à s'en sortir. Je pense aussi justement parce qu'on avait réussi à anticiper un minimum, mais on a vraiment fini ric-rac. Parce que tu peux jamais parfaitement anticiper ce qui va se passer. Alors, Ça, c'est un des trucs. Je suis en train de réaliser que je suis en train de dire un giga contre-exemple parce que notre projet de cette année, il s'est archi bien passé. Et en fait, Mais on a c'est ce tout que j'allais dire. C'est ce que Bah, j'allais dire. c'est- Enfin, après, ouais. on a eu quelques soucis avec notre projet de cette année aussi, mais c'est plus en termes techniques. Genre, par exemple, on s'était Problème trompé à un d'export et moment pour les exports en FPS. Bon, après, en 1 heure, c'était réglé. Mais c'est vrai que cette année, on a eu vraiment beaucoup de chance en termes de problèmes. On en a vraiment pas eu beaucoup. Justement, on va faire la transition vers ça et juste pour clôturer un peu ce côté bande dessinée et tout, c'est vrai que ça peut être un beau premier projet parce que c'est une sorte de mini prod qui est moins complexe que de faire de l'animation, mais qui est déjà plein de défis. Donc en fait, tu peux voir un peu tous les problèmes et dans tous les cas, dès qu'on fait que ce soit un film en solo ou à 4 ou à 40, on a les mêmes types de problèmes mais qui sont juste décuplés. Ouais. Donc ça permet de voir déjà un peu ça sans qu'il y ait trop d'enjeux entre guillemets, même s'il y a le diplôme derrière, des trucs, des notes et tout. Il y a en vrai quelque part moins d'enjeux que dans ce qui se passe après, quoi. Même si c'est... Ouais, c'est ça. Le projet de C'est un peu Samir n'a pas paradoxal, ça, vraiment ouais. d'impact pour la suite. Il y a que 2 crédits dessus. C'est un projet, on va dire, moral. T'as envie de le réussir, ce projet. T'as investi, c'est la première fois, je pense que t'as investi 5 mois en équipe sur un projet, t'as pas envie de le louper. D'ailleurs, petit bonus, il y a une bibliothèque à l'école où toutes les BD des années précédentes sont disponibles. Ok, cool. C'est très cool. Et pour le passage vers l'année suivante, justement, parce que là, donc, 2 d'entre vous étaient déjà sur le même projet, mais ensuite, il fallait faire un groupe différent. Donc, comment ça s'est passé aussi ce rapprochement-là de se dire, bon, on va faire un truc avec. Ça a été Ouais. le bordel. En gros, Non. en fin d'année, on nous a dit, en fait, on a reçu le mauvais mail. On nous a dit, pour l'année prochaine, faut que vous arriviez en début d'année avec vos groupes déjà faits. Sauf qu'on nous a dit ça fin juin ou mi-juin. Ouais. Du coup, en fait, on avait reçu les consignes de production des 3e années. Du coup, on a commencé à paniquer. On a fait des réunions avec toute la promo. On a dit putain, vite, faut faire des groupes. On a fait des Google Slides. Tout le monde a mis ses qualités et tout. En fait, on a créé un mini LinkedIn sur Quelle Google Excel. horreur. C'était archi Ouais. cringe en plus parce que t'avais des gens. En fait, c'était la fin de la première année. C'est-à-dire que la 2e classe, on les avait jamais rencontrés. On n'avait jamais travaillé avec eux. Donc en fait, il y en a plein. Tu savais pas à quel point tu pouvais leur faire confiance et tout. Ils présentent leur Et- CV et tout. Je suis motivé. Bah, parce c'est ça. que, ouais. Franchement, le Google Excel qu'on avait fait, c'était quasiment ça. Hein. C'était, je suis dynamique, motivé. Ouais. C'était surtout les qualités, on va dire techniques qu'on voulait voir. Défaut, Qui était en storyboard. perfectionniste. Non, alors ça, c'est interdit. Mais genre qui était en storyboard, en couleur, en chara design. Et du coup, on a fait très rapidement des groupes. Et en plein milieu de l'été, on reçoit un 2e mail. Ouais, en fait, non, vous avez pas reçu le bon truc. Tous les groupes se sont fait diviser. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un faux premier groupe avec du coup Raphaël qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement, qui est dans notre équipe de film de cette année, et 2 autres personnes, et ces 2 autres personnes se sont fait mettre dans l'autre classe, donc c'était impossible que je travaille avec eux puisqu'elles n'étaient pas dans ma classe. Et du coup, à quelques semaines de la rentrée, il a fallu refaire des groupes, et du coup on s'est regardé, on s'est mis ensemble, on s'est dit bon, ça a l'air je pense que ça va bien travailler si on se met ensemble. On vous laisse imaginer un peu l'organisation que ça a dû être, surtout pendant l'été. Là où tout le monde est en vacances, là où tout le monde est potentiellement. Il y en a qui ont raté l'info, malheureusement, ils ne peuvent plus être avec certaines personnes avec qui ils voulaient. C'est ça. Pour eux, heureusement, moi, comme Oscar, notre
groupe avait été divisé vraiment en deux, donc on était 4 et on s'est retrouvés, moi et Elena dans la même classe et nos 2 autres acolytes dans l'autre. Et comme j'ai vu que Oscar, avec qui j'avais travaillé en première année et avec qui je savais que je travaillais bien, je suis allée lui demander, bon bah est-ce que ça te dit qu'on merge nos groupes, qu'on fusionne et puis comme ça c'est réglé et puis on se stresse pas. J'ai hésité 1 seconde à peu près. J'allais dire, comment ça t'as hésité? Non, mais fallait. Il y a eu un petit contrat et tout, hop, on est parti. En fait, là, on n'était plus en réunion de classe. C'est-à-dire que tu savais pas qui était. En fait, c'est horrible, mais c'était comme dans la vraie vie. Tu sais pas qui est en train de parler avec qui. Faut faire vite. Tu vas te dire, ils sont en train de négocier de l'autre côté et tout. Ouais, c'est ça le problème. C'était pas moi, cool parce qu'il y en a qui l'ont mal pris. En même temps, c'était pas vraiment de notre faute, mais tu pouvais pas reprocher aux gens qui s'étaient du coup vite mis avec d'autres personnes de l'avoir fait. Bah oui. Mais on a eu des propositions. Il y a plein de personnes qui ont eu des propositions à droite à gauche. Enfin, je venais tous de fusionner mon groupe avec Oscar, mais les jours encore après, j'avais des propositions d'autres personnes de la promo qui voulaient savoir si on pouvait travailler ensemble. Et je voyais que les gens étaient juste en panique. Donc c'était niveau organisation, les groupes de cette année se sont fait un peu sur le vif. Mais au moins, vous choisissez vos groupes, quoi. C'est ça qui est déjà pas mal aussi, alors que dans d'autres écoles, de ce que j'ai compris, encore une fois, ça ne sera plus le cas. C'est que maintenant, ça l'est cas cette année. Maintenant, comme chaque année, globalement, comme ça, et ensuite tu fais les groupes avec les pitchs. C'est ça, mais comme l'école finissait généralement avec 1 ou 2 très bons films, 4, 5 bons films, et en général 1 ou 2 films qui étaient vraiment ric-rac, pour qu'il y ait plusieurs de problèmes. Maintenant, en fait, l'école va vraiment ratisser au long de l'année les qualités et les défauts des uns et des autres, et essayer de faire des groupes les plus homogènes possibles, en gardant quand même des affinités purement sociales entre certaines personnes. Si jamais tu as des problèmes avec quelqu'un depuis la première année, bon, l'école va essayer de pas te mettre avec elle de préférence. Mais globalement, la pédagogie va essayer de trier parmi les compétences et de demander... Ce sera équilibrage avant social. Pas seulement se baser sur les notes, mais aussi vraiment demander aux professeurs qui nous ont, pour la plupart depuis la première année, sur quoi on est vraiment à l'aise. Parce que si on se base uniquement sur les notes, c'est un peu biaisé, mais juste surtout de quoi on est capable et avec quel type d'élèves on pourrait se tirer vers le haut. Donc ils vont vraiment essayer de faire une globalité et de faire les groupes en fonction de ça. Oui. Donc une fois que les groupes sont faits, comment est-ce que ça démarre justement? Parce que pareil, c'est avec d'autres cours et tout, et vous devez faire ce projet-là pendant toute l'année. Ou alors c'est une transition pour lancer le partage, je pense. Cette année, on a eu un cahier des charges. En gros, cette année, ça s'est un peu passé comme la première année, c'est-à-dire qu'au premier semestre, on a on doit fournir un travail individuel, donc au premier semestre. Donc là, notre scénario, on doit fournir un scénario avec quelques recherches de concepts. Et donc, je parle bien de cette année, en 3e année, parce que l'année dernière, c'était encore différent. Mais cette année, là, il va falloir fournir un projet individuel en décembre. Donc, pareil, cette fois-ci, c'est 10 projets, je crois, qui seront sélectionnés, si je me trompe pas. Oui, 5 par classe. Ouais. 5 par classe. Et donc, c'est la pédagogie qui fait les équipes. Et par contre, petite différence avec la première année, c'est la personne dont le projet a été sélectionné qui sera entre gros guillemets réalisateur du film, mais ça l'empêchera pas de toucher à tout comme Puis, toutes les personnes. Autre grand changement, c'est qu'aussi cette année, avant on avait des responsables de certains rôles. C'était globalement quelqu'un qui était plus là pour trancher si vraiment il y avait une grosse indécision qu'autre chose. Mais cette année, on a vraiment des leads. Ouais. Pour qu'il y ait certaines catégories. Ce qui n'empêche pas les uns ou les autres d'aider cette personne. Par exemple, on aura un lead animation, un lead asset, donc c'est les créations de props, de décors et tout, un lead cara designer pour vraiment dessiner, modeler le cara design et lui faire ce qu'on appelle des blend shapes, donc c'est des déformations d'expression, puisque là ce sera de la 3D pure et simple pour cette année. Oui. Et le lead rig, et le rig c'est l'articulation et la création du squelette du personnage pour l'animer. En fait, plus on avance dans la technique et plus on a besoin vraiment de leaders en termes à chaque pôle, animation, rig, plus on avance dans les techniques, plus on avance dans les logiciels, plus on a besoin de personnes qui se sentent vraiment à l'aise avec telle ou telle technique. Et dans ce cas-là, il me faut plus de leaders qu'en première année où tout le monde était un peu généraliste. Ouais, c'est sur la prise de décision justement que ça va jouer le plus là on a un doute sur les décors, la personne au décor va pouvoir dire on décide de faire ça quoi. Parce que sinon c'est pour la prise de décision que pour le niveau de la personne en 3e année. Autant en 2e année c'était plus pour la décision finale, autant pour la 3e année celui qui va se retrouver responsable rig, c'est que l'école a estimé que c'était le meilleur du groupe en rig. Celui qui va se retrouver responsable d'animation, c'est que c'est celui qui doit être le meilleur en animation. Les autres peuvent aider. Tu peux par exemple j'aimerais au possible cette année ne pas me retrouver responsable rig.
j'aime bien ça, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Ça, c'est vraiment pour un goût. Mais je sais que, par exemple, si à un moment, mon responsable rig me demande de l'aide, j'ai les capacités de l'aider. Et bah, vu comment c'est long et dur, bah, vaut mieux que je l'aide, parce que sinon, le projet va avancer beaucoup moins vite. Pareil pour de la couleur, de la texture, parce que la texture sera à faire aussi entièrement, ou l'animation. Il y en a pas un qui va animer tout le film, c'est pas possible. C'est un film d'animation, c'est pas un... Donc, faut forcément être plusieurs. Simplement, on en a un qui, on va dire, sera principalement focus sur une tâche. Mais par exemple, quand on est au début du projet, le responsable d'animation, il peut pas commencer, il a rien à animer. Donc, il peut pas démarrer tant que le squelette n'est pas fini. Donc, il faudra forcément qu'il y ait de l'aide à gauche et à droite. En deuxième année, par contre, c'était beaucoup plus différent. On avait des responsables de certains postes, mais on a quasiment tous tout fait en même temps. Oui, c'est ça. Depuis la première réunion sur laquelle on va démarrer, je pense. L'organisation du projet de deuxième année a été totalement différente dans le sens où là, on arrivait à la rentrée, nos groupes étaient déjà formés puisqu'on les avait choisis pendant l'été. Oui. Et décembre, donc, ils ont lancé la production du film avec des phrases types. On nous a donné toute une liste de phrases types, de citations de phrases types en fait. Et donc, on devait choisir de partir de cette phrase type comme base pour pour inspiration. On ne devait pas partir de rien. Donc nous, on a choisi un vote prêt et on a cherché ensemble, on a fait une réunion, qu'est-ce que nous inspire cette phrase, et ensuite on est parti sur notre scénario. C'est un peu coulé tout seul pour le scénario. On a surtout procédé par élimination. On s'est très rapidement retrouvé avec celle-ci. C'était plus simple de virer celle qui nous inspirait rien du tout que de tout de suite se dire c'est celle-là qu'on veut. Mais ce projet-là est bien là-dessus parce que en fait, il est beaucoup plus libre et on a juste une phrase et bon bah voilà, c'est libre cours à l'imagination. C'est d'un côté un bon entre-deux entre la première année et la troisième année qui est tout en 3D. C'est que là, ce projet-là, le but était de faire un mixte entre la 2D et la 3D. Et ça, c'était global à tous les groupes ou c'est chacun qui choisit? Ouais. Tout le monde. Ok. Parce que c'est un défi particulier de faire ça de 3D. Bah, ouais. C'était décor en 3D, un seul personnage et moins de 3 minutes. Non, c'était 2 personnages principaux, je crois. Ah oui, deux, pardon. Ouais, histoire qu'il y ait un peu l'interaction et tout. Ouais, principaux. On en a 24. Hein. Et donc, maintenant qu'on a cette histoire-là, ensuite, vous avez, j'imagine, tout de suite cherché. Alors, je sais pas si vous avez commencé par vous dire à quoi ça va ressembler, ou alors, comment dire. Est-ce que vous partez direct sur les personnages, ou plus sur la mise en scène, ou plus sur le ton que ça va prendre, parce que là, ça peut être un truc dramatique, comme un truc plus drôle et tout, avec le pitch. Ça peut partir dans plein de directions. Je pense qu'on a directement vu. En fait, on a eu un engouement. On s'est vraiment laissé porter et on a tout de suite su qu'on allait faire quelque chose d'assez dramatique et assez fort on va dire en suspense et en action. On a imaginé la chose. En fait, c'est juste en essayant un peu comme des enfants en fait qui font un rêve d'une histoire dans leur tête. Et ça s'est vraiment passé comme ça et on n'a pas vraiment eu de désaccord. Tout de suite, on a su vers où aller et. Au début, on savait que le sujet était un peu, le scénario était très pâte à modeler, on allait beaucoup le remodifier et tout. Oui. Du coup, en fait, plus on continuait de rebattre les idées et de continuer, plus on remplissait surtout un mood board pour garder les idées graphiques et d'ambiance qu'on voulait absolument garder. Et en fait, c'était plus simple de se faire un peu au loin des petits piliers vers lesquels se diriger si jamais vraiment ils nous plaisaient. Mais après, là où ça a été le plus compliqué, selon moi, ça a été la recherche de concept art et tout ce qui est pré-prod, parce que dans notre histoire, notre défi, c'est que nos 2 personnages principaux, surtout le personnage principal, mais le deuxième aussi, ce sont des archétypes. C'est-à-dire que on avait choisi de faire une métaphore de la mise à mort de Louis XVI lors de la Révolution. Donc, il nous fallait un roi. Et on a choisi aussi de représenter la Révolution, donc Marianne. Et ces 2 personnages-là sont très abstraits et chacun avait dans notre groupe sa propre définition et sa propre visualisation de ce qu'était un roi. Et il a vraiment fallu se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de représenter. Donc un roi plutôt style gothique, un roi plutôt... parce qu'il fallait aussi prendre en compte les limites de l'animation 2D, le temps qu'on avait. Il fallait pas faire un roi avec vraiment beaucoup de bijoux, beaucoup d'attirail, parce que tout ça, il fallait l'animer à la main. Ça va vite pour un roi de mettre une couronne avec plein de trucs. C'est ça. Tu vas devoir l'animer 59 fois après. Oui, donc, c'est un peu chaud. Ça a été difficile de se mettre d'accord vraiment sur le roi, surtout sur le roi et Marianne. Ça a vraiment été difficile de se mettre d'accord et de se dire, ok, c'est vraiment à ça qui va ressembler, parce que c'est des personnages tellement
connu de tous et tellement presque, enfin, en tout cas pour le roi surtout, mais presque universel, que ça a été vraiment difficile de se recentrer sur un Kara définitif. Ouais. Et puis il y a la façon de bouger aussi, les pièces, comment ça bouge, ça a pas de jambes, C'est ça. des trucs comme ça, quoi. Mais surtout, c'est est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on les bouge? Ou est-ce qu'on Est-ce que les ça glisse ou pas? Est-ce que ça pivote? Ouais. C'est ça, ou est-ce qu'elle tombe du ciel? Enfin, on avait eu plein d'idées en fait en tête, et surtout quand, le truc aussi qu'on avait, c'est que notre univers était complètement imaginaire, et on n'arrivait vraiment pas à se positionner sur sur un décor fixe. Il fallait qu'on arrive à le créer nous-mêmes, parce que un jeu d'échecs grandeur nature, parce que c'était sur ça qu'on était parti. Il faut trouver l'environnement qui va autour, et puis on partait tout de suite vers quelque chose de très très gothique, et aussi au niveau des personnages, parce que c'est généralement vers quoi on s'oriente en fait. On pense tout de suite révolution, on pense un peu à tout ce qui va être gothique, sauf que en fait on avait tellement de possibilités de faire un univers propre à nous que je trouve ça vraiment, enfin, il fallait sortir, on va dire, de ces codes. On a eu aussi les conseils de notre prof de composition d'images et de couleurs, qui voyait qu'on avait quand même du mal à vraiment se décider vers une direction après une période plutôt raisonnable, on va dire, pour se décider. Et du coup, elle nous a dit que là, pendant une semaine, c'était intéressant que tout le monde produise le plus de recherches possible dans son idée à lui ou à elle, et qu'on remette tout en commun et qu'on garde les bonnes idées ou pas. Et c'est ce qui a fait qu'on a vraiment passé plusieurs semaines à faire vraiment beaucoup de recherches de plein de styles de DA ou de cadrages différents. Et on a commencé à repérer des idées ou des cadrages qui étaient intéressants, qu'on a pu ensuite soit, ils étaient déjà dans le scénario, soit les intégrer s'ils y étaient pas. Et progressivement, on a commencé à doucement se diriger vers une direction qui ressemblait à ce qu'on voulait avoir sans vraiment le savoir, quoi. Oui, c'est ça, parce que les choses viennent en faisant aussi. C'est un truc qui, je pense, est important à comprendre, surtout quand on est à l'école, ou en tout cas quand on fait même des projets en solo. Ça va pas être juste d'un coup, on va savoir quoi faire. Il faut essayer des trucs, dessiner, mettre plein d'images ensemble et se dire, tiens, on va prendre ce truc-là de ce film-là et ce truc-là de telle autre série ou des choses comme ça pour tout mélanger. Ouais, c'est ça. Et qu'on peut rien faire à partir de zéro, ou même dans tout, en fait, dans tous les domaines, je pense, de l'animation, du film et tout ça, ça va être un gros mélange de tout ce qu'on connaît et de tout ce qu'on connaît pas encore et qu'il faut chercher. Donc ça fait qu'une fois que vous avez ça, vous savez aussi au niveau c'est quasiment aussi un color script un petit peu là où on peut avoir un ton global coloré aussi. Justement, une fois qu'on avait ces recherches, on a commencé à se répartir un peu en deux équipes. L'équipe plutôt storyboard et l'équipe plutôt color script. Avec Elena, on est parti pour essayer de monter un color script un peu plus poussé du film. Et Yuna et Raphaël, elles sont parties plutôt finaliser les caras et vraiment commencer à établir le storyboard qui était vital pour le déroulement du film, parce que la longueur du storyboard allait aussi déterminer à quel point on allait devoir animer. Ouais. Et surtout ce qui se passe dedans, quoi, parce que ça peut être un film très contemplatif, comme un film bourré d'action et tout. Enfin, la longueur va pas forcément dire ce que ça va être en termes de charge de travail. Puis on peut aussi mettre des premières intentions de lumière, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, surtout il faut savoir aussi qu'on n'avait que 2 minutes et qu'il fallait vraiment garder ça en tête, qu'on avait vraiment que 2 minutes. Et on avait, comme notre projet, on l'aimait beaucoup, on avait vraiment beaucoup d'idées, d'actions, et on se disait, ah ouais, là, il va monter dans une tour et la tour, elle va s'écrouler. Parle pas de la tour, s'il te plaît. Je l'ai encore là, la tour. Et on avait vraiment plein d'idées très cool, individuellement très cool. Et ce qui est vraiment dur dans ce genre de projet, c'est qu'il faut coller au cahier des charges dans tous les cas. Et même si nos idées étaient fondamentalement très cool, est-ce que ça servait le projet? Genre, il fallait vraiment se poser cette question, est-ce que c'était pertinent dans ce qu'on voulait raconter? Et il y a pas mal d'idées, pendant qu'on faisait le storyboard, il y a pas mal d'idées, on s'est dit, c'est vraiment chouette, hein, mais ça nous prend du temps, et au final, ça raconte pas grand-chose. On n'a que 2 minutes, et 2 minutes, il faut aller à l'essentiel, presque à l'essentiel tout de suite, et que chaque action soit presque fondamentale pour ce qu'on veut raconter. En fait, surtout, fallait pas péter le rythme, fallait pas qu'on ait l'impression que ça aille trop vite pour absolument finir à temps, ou trop lent si on n'avait pas eu assez de masse à retailler derrière. Déjà, je trouve qu'on a eu la bonne formule, c'est-à-dire avoir trop et recouper derrière que d'avoir pas assez, de devoir meubler. Oui. Mais c'est vrai que plusieurs fois, on a eu, comme disait Yuna, on a viré ce qui était pas vraiment utile pour le scénario, mais il y a des fois, on a carrément dû virer des choses qui étaient utiles pour le scénario et devoir les raconter différemment, parce que sinon, au niveau du rythme, c'était trop rapide, on comprenait pas. En fait, c'est plus tard, dans le montage, fallait des fois qu'on rajoute,
je sais pas, 1 ou 2 secondes d'après-action pour que t'aies le temps de respirer, que ton œil ait le temps de comprendre que l'action est finie, parce que si ça enchaîne, tu respires pas, à la fin t'es saoulé par le film, ça va beaucoup trop vite, t'as pas le temps de comprendre. Et le problème, c'est que rajouter 1 seconde comme ça, ça paraît rien, mais quand t'as 70 plans, rajoute 1 seconde à 70 plans, ça fait 70 secondes, donc fallait trouver un moyen, quoi. Par exemple, à la base, il fallait savoir qu'on avait 3 minutes, combien de base de film? Je crois, deuxième animatique, on avait le record, on était à 3 minutes 30, je crois. 3 minutes. Voilà, et on avait fait une animatique, parce qu'en fait, on fait des animatiques avec des plans du storyboard, même en noir et blanc, pour visualiser et pour pouvoir mettre de bout à bout et avoir le temps final. Et on est arrivé au jury, c'était peut-être le RP1, je crois, il me semble que c'était le RP1. Le jury, au premier jury, et on avait 3 minutes 30, en fait, et c'était trop. Il fallait qu'on coupe, il fallait qu'on enlève, il fallait qu'on arrive à faire des choix sur qu'est-ce qu'on allait enlever, qu'est-ce qu'il fallait garder, et on a réussi à enlever quand même pas mal de temps, mais franchement, on a beaucoup enlevé, moi, je trouve. Oui. Voilà, c'était le défi, on va dire. 3 minutes 30 sans le générique et ouais, c'est ça aussi. C'était ça en fait le truc, parce que là actuellement je crois qu'on est à 3 minutes 30 en tout, donc avec en comptant le générique qui est quand même plutôt lent et long, mais là c'était vraiment 3 minutes, donc on devait arriver à 4 minutes quelque chose avec le générique. Ça aurait été horrible. Ça aurait été le double. Quand tu dis actuellement, c'est par rapport au projet que vous faites maintenant? Non, c'est une fois qu'on l'avait fini. Une fois qu'il a été fini, il est rendu. Ok. C'est-à-dire que le générique cette année, c'est encore moins long. Cette année, c'est encore moins long. On a 1 minute 30. Ouais. Faut aller à l'essentiel. Ouais, vraiment ok. pas le choix. Et donc là, ici, on recherche les décors et ensuite on va aller c'était cette en mélange parallèle. 2D, 3D qui est de base. Là, c'était vraiment les cadrages, et là, c'était comment on allait pouvoir le rendre possible avec la modélisation. Parce que c'était bien beau de dessiner des belles arches, des trucs comme ça, mais derrière, faut les modéliser et... C'est ça. C'est Faut poser chiant. les textures aussi. Ça semble déjà un peu plus. Après, c'est peut-être ma vision de plus 2D qui commence à faire de la 3D avec les décors de mon court-métrage, tout ça, mais ça me semble bien plus évident de jouer avec de la 3D, en tout cas pour les formes et tout ça. Et tu te sens soulagé ce sera pas en 2D à dessiner des perspectives de fou et tout. Donc ça déjà c'est faire un mass block, c'est vital. Là, ce que tu vois sur la partie droite, c'est le mass block. C'est vraiment les grandes formes de base du décor quand on savait même pas encore à quoi il allait vraiment ressembler. On savait qu'il y avait une porte, on savait qu'il y avait des têtes, mais voilà, on savait pas où elles étaient. C'était pour voir environ la globalité du décor. Et pareil, j'ai pu prendre du coup des screens faire des rendus vraiment global, vraiment avec une intention de lumière, pour pouvoir par-dessus faire une illustration avec de la 2D pour voir ce que ça allait rendre avec les couleurs et avec un environnement un peu plus 2D, parce que c'était ça. On voulait partir dans un décor aussi qui avait cette intention de 2D pour pas qu'il soit trop contrasté avec la 3D. Sachant que les 4 images en haut aussi te servent aussi à faire des premiers tests de lumière. Là, par exemple, ce qu'on a vu, c'est ça, c'est surtout la lumière aussi. C'est que c'était sous-éclairé. On voulait une grosse lumière qui venait d'en bas. Le problème, c'est que le plateau au milieu était sous-éclairé. Donc là, on commence à se poser des questions. Ouais, c'est ça. Les arches fonctionnaient, mais tu vois, genre, on a dû commencer à se dire, va falloir rajouter une lumière divine au centre, parce que sinon, on voit pas l'action, en fait. Oui. Donc c'était toutes ces problématiques qu'on a commencé à essayer de se poser avec le décor, et qu'on a ensuite, plus doucement commencé à réaliser. Donc notre plateau d'échecs, fallait qu'il soit cohérent, on va dire. C'est-à-dire, le bon nombre de cases, le bon nombre de pièces, et surtout par souci de réalisme, fallait que notre partie elle soit cohérente. Est-ce que quelqu'un connaissait un peu les règles des échecs et tout? Est-ce que moi, si je dois faire ça, il faut que je me renseigne et tout ça? Oscar. D'ailleurs, je réalise qu'on n'a absolument pas dit que notre scénario, ça va parler d'une partie d'échecs. Si, moi, j'ai dû dire que l'environnement était sur les échecs. Ok, en tout cas, c'est marqué dans le pitch et tout. Donc ça, c'est ça. Donc ouais, en fait, il a rapidement fallu que je trouve le moyen de faire un échec et mat crédible. Ouais. En partant déjà de ce qu'on avait du storyboard. Donc en plus, il a fallu que... Après, c'était plus simple de remplacer un pion par un autre que de déplacer le roi sur le plateau d'un moment à l'autre. Mais globalement, on est arrivé à quelque chose qui fonctionnait. Et du coup, derrière, il n'y avait plus qu'à l'animer. Là, c'est dommage, vu que c'est le diapo en PDF, on peut pas voir, mais la partie était animée à gauche. Ouais. Sur le rendu, on avait déplacé les pièces et ça s'animait. Surtout qu'il faut que ce soit cohérent sur tous les points, parce déjà de base une mise en scène c'est un peu comme ça quoi, t'as des directions, la caméra on la met là par rapport à l'angle de machin, donc là de faire en sorte que tu comprennes comment se déplacent les pions, c'est un délire encore en plus quoi. Donc ça on voulait vraiment que ce soit authentique en fait. Ouais.
Après, là, je sais bah, pas c'est si on s'en rend compte vraiment quand on connaît pas les trucs forcément, mais j'imagine que c'est surtout pour dire si tu vérifies, tu vois que ça marche. C'est plus Ouais, ça, c'est je ça. pense. Oui. Bah, on en avait discuté avec notre prof qui vraiment insistait là-dessus. C'est vrai qu'à un moment, je me suis quand même demandé s'il y avait une personne dans la salle qui allait remarquer que c'était pas possible d'avoir un échec et mat dans cette situation-là si on avait fait Ouais. un autre type de partie. Mais bah, il a eu raison dans le sens où ça coûtait que quelques heures de travail en plus de faire en sorte Ouais. que vraiment aucune personne pourrait, enfin, crédiblement, te dire que ça marchait pas. C'est ça. Du coup, bah ça, c'était une fois qu'on avait vraiment bien avancé, voire fini le décor et qu'on a commencé à faire les vrais tests de lumière. Mhm. Donc on avait bah, notre, comme suivait notre color script ici. Ça a démarré avec une ambiance vraiment très sombre au début, un peu bleu-noir. Ça allait dans le jaune, ça revenait dans le rouge au moment du dénouement, avant de revenir brutalement à de la lumière bien blanche. Et du coup, ben avec les connaissances qu'on avait, parce que bah, forcément on a appris des nouvelles choses entre temps et on n'avait pas tout à ce moment-là. Mais il a fallu réussir à retranscrire cette ambiance, parce que Ouais. c'était à force des années, c'était pas si dur de réussir à faire certaines ambiances sur Photoshop, mais les refaire dans Maya, qui est le logiciel 3D qu'on utilise avec les lumières qu'on savait utiliser à l'époque. Ouais, je crois que sur la scène, je suis à 76 lampes, je crois, 76 Mhm. lights. Mm, mm. Ouais, et puis il y avait tout l'enjeu de Et le PC, hein. euh, tout l'enjeu d'irréalité dans le plateau, dans le sens où il fallait qu'on voit les arches, mais il fallait qu'il y ait un léger dégradé au niveau du plafond pour qu'on ait Mm, l'impression que le plafond n'ait jamais de fin. Donc il fallait vraiment jouer avec les lumières pour que ça éclaire vraiment bien les têtes, qu'on ait vraiment un éclairage en contre-plongée qui donne une impression angoissante finalement, mais en Ouais. même temps que les lumières n'aillent pas trop loin au niveau du décor. Et vraiment fallu jouer avec comment dire, les espèces de, on pouvait mettre un peu des volets sur les lights et il a vraiment fallu jouer avec ça pour donner une impression de spot. Ouais, pour pas que ça rebondisse à des endroits où on veut pas, des choses comme ça, rehausser c'est des ça. endroits où normalement il y aurait pas de Oui. lumière, mais pour la scène, il faut le faire. Ouais. Ouais, c'est Mm, ça. Bah, la lumière divine, littéralement, là, sur la ligne du milieu, tu vois que sur les deux images du centre, l'espèce de rond d'éclairage faible qui est au Ouais. milieu, bah, c'est vraiment une lumière qui n'existe pas, mais que j'ai été obligé de rajouter si on voulait voir quelque chose. Sinon, c'était vraiment beaucoup trop sombre, on pouvait pas voir ce qui se passait. Ouais. Dans les films, on a le droit de tricher généralement avec la lumière. Ouais, de toute façon, c'est un peu obligatoire. Il Mm. faut juste que l'ambiance, on va dire, soit là. Et après, Faut que ce ben, soit forcément, crédible. il faut voir ce qu'on veut, C'est Mm. ça. ce qu'on Bah, veut l'essentiel, qu'il ouais, soit comme la dit Oscar. ouais. Il y a eu le problème de la texture aussi, Yuna et Elena, si vous voulez peut-être expliquer ça. Bah, justement, je pense que là où le mélange 2D 3D, ça donne vraiment de la crédibilité, c'est justement la texture, Ouais. dans le sens où, bah, justement, comme on le disait avant, pour la texture, on avait prévu sur les pierres des murs de mettre du coup une texture pierre plutôt réaliste pour que la lumière puisse rebondir dessus et tout ça. Le Ouais. problème étant que nos Cara Design avaient un design presque ludique, enfin dans le sens qu'ils faisaient presque jouet. Et J'ai du coup, l'exemple si tu veux, je peux l'affiche. ils étaient très lisses en fait nos personnages et on n'avait pas vraiment énormément de texture dessus. De toute façon, avec les limites techniques qu'on avait, on n'avait pas le temps de mettre des textures sur les personnages. Ouais. Donc, on s'est vite rendu compte en calant la 2D par-dessus la 3D que ça ne fonctionnait absolument pas, qu'il y avait un énorme écart de crédibilité entre le décor Tiens, et la je 2D. l'ai là. Enfin, ça se voyait en fait, ça se voyait que mm. qu'on C'était pas avait très beau. posé la 2D dessus. Voilà, Il y avait pas, il y avait ça pas cette ressemblait à ça. impression. Ouais, c'est ça. Il y avait pas cette impression de profondeur, de vraiment d'intégration de la 2D dans le décor parce que justement la texture ne fonctionnait pas. Donc Ouais. on s'est vraiment regardé, on s'est dit bon, on va peut-être enlever la texture et partir sur. C'était flippant en plus comme choix parce qu'on avait eu des cours de texture et on se Ouais. disait, t'imagines, tu renonces à littéralement un truc entier qui a été vu pour le film. Mm. Mais le jury nous a soutenus dans la décision, du coup on a moins hésité et bah, au final je pense que c'est une très bonne Mais- décision qu'on a prise. Oui. Ouais, c'est Mais aussi on à ça que servent l'apprend. ces tests-là, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Mais on l'apprend aussi cette année dans le sens où, oui, vraiment, ce qui permet une cohérence, que ce soit entre la 2D et la 3D ou juste dans un film en 3D de manière générale, c'est du coup la direction artistique, mais vraiment aussi la texture. Il faut que la texture fonctionne Oui. pour qu'il y ait vraiment une Mm. bonne intégration des deux. Et là, quand vous dites que vous enlevez la texture, est-ce qu'il y avait eu un travail de modélisation supplémentaire qui fait que vous avez dû revenir en arrière aussi sur les modèles? C'était juste Non. des textures, j'imagine, Non, des... en fait, on s'est limite épargné beaucoup de travail parce qu'en fait, lorsque tu modélises quelque chose en 3D, pour pouvoir lui appliquer une texture, il va falloir faire ce qu'on appelle un découpage d'UV. Mhm. Les UV, c'est littéralement toutes les grandes faces d'une modélisation. Par exemple, un carré, bah, ça, quand tu le déplies, ça va faire une espèce de croix.
Ouais. Et ben, pour que ta texture, qui est quand même quelque chose de plat, s'applique bien dessus, va falloir que tu découvres au préalable ton objet, que tu le mettes bien à plat et que tu mettes la texture par-dessus. Faut visualiser un patron de L'intérêt, c'est que couture, en comme fait. on n'avait pas du tout de texture à faire, ben en fait, ça, on l'a absolument pas fait. Et ça nous avait épargné un temps monstrueux par rapport aux autres. Et on avait tellement de pierres, et franchement, c'était tellement galère que déjà, on avait dû un peu tricher à la base. C'est qu'on avait fait ce qu'on appelle une projection de texture en cam map. C'est-à-dire qu'on avait mis une caméra qui regardait droit vers le mur, et cette caméra projetait la texture dessus. Comme ce mur allait pas bouger, en fait, peu importe à quel point la caméra du film allait bouger, la texture n'allait absolument pas bouger. En revanche, pour tout ce qui était les pions ou les barrières autour, la caméra allait malheureusement devoir bouger à un moment. Donc c'était beaucoup plus chiant à mettre en place. Mais du coup, on n'a pas eu à les découper. Parce que justement on a renoncé à la texture et je pense que encore une fois c'était la bonne chose à faire puisque en fait l'ambiance lumineuse était tellement sombre et vive en même temps que de toute façon ça aurait de un tué la texture, on l'aurait très peu vu, et de deux la modélisation un peu cartoon réaliste des pierres qu'on avait fait, que ce soit pour les barrières ou les arches derrière qu'on voit à droite là, en fait se suffisait à elle-même, plus la lumière, il n'y avait pas forcément besoin de rajouter une texture. Oui. C'est déjà très détaillé en fait. Oui, c'est ça. Et puis, donc, une fois que vous avez ce truc-là, j'imagine que c'est, parce que là, un des intérêts aussi, c'est qu'il y a un seul décor. Donc, une fois que le décor est validé, j'imagine que derrière, c'est juste, on passe à l'anime. Peut-être qu'il y a est-ce qu'il y a eu des choses à modifier? On a commencé à prendre des captures d'écran, comme il y a dans la colonne du milieu, là. Et en fait, on a fait nos cadrages. C'est-à-dire qu'on a placé des caméras. On a appelé, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, et qu'on a verrouillé et qu'on n'avait plus le droit de toucher après. Et c'est par-dessus ces caméras où on sortit une capture d'écran qu'on a animé. Comme ça, le décor, en fait, était là. On n'avait même pas à dessiner de décor, ni de grille de perce ou quoi. On pouvait directement travailler dessus. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des trucs à modifier dans le sens où, tiens, sous tel angle, peut-être qu'il faut rajouter un peu de trucs dans le décor, des choses comme ça, pour que ce soit plus complet ou... Mais c'était pas vraiment un problème dans le sens où on avait notre scène 3D. C'était notre scène 3D et on avait du coup des caméras qui étaient à l'intérieur de notre scène. Et on avait juste littéralement bloqué la caméra pour plus qu'on la bouge en fait. Mais c'est pas parce qu'on modifiait le décor que ça nous empêchait de refaire un rendu du coup de caméra. Donc à chaque fois qu'on modifiait quelque chose dans le décor, qu'on voulait rajouter des lumières, des spots, des détails au niveau des pierres, et le fait qu'on ait bloqué nos caméras, ça nous permettait de faire autant de modifications qu'on voulait. Ouais. Et des fois, c'était du léger cadrage, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, Yuna ou Raph ou Elena venaient me voir, me disaient, parce que c'est moi qui avais le décor sur l'ordi, me disaient, ce plan-là, il faudrait que tu penches légèrement plus la caméra. Juste, je me remettais dessus, je penchais très légèrement la caméra, je ressortais un plan, et je la leur donnais, elles me disaient si ça marchait, si ça marchait pas, et si ça marchait, je le verrouillais, et si ça marchait pas, on refaisait encore un petit peu. C'était assez rapide. C'est ça qui est l'intérêt principal de la 3D. Hein. De la 3D, ouais. Il y a juste un plan. Un plan. Où j'avoue que on a failli devenir fou. Dans le film, à un moment, quand on veut montrer que le personnage réalise le décor dans lequel il est, on a fait un 360. Parce qu'on s'est dit, on a un décor en 3D, ce serait dommage de ne pas profiter des avantages de la 3D. L'intérêt, c'est qu'un décor, un 360 dans un décor en 2D, faut dessiner le décor qui se déplace en même temps que le personnage. Là, l'intérêt, c'est qu'il y avait que le personnage à dessiner. Le décor, il allait tourner parfaitement bien. Ouais. Du coup, le plus simple, c'était vraiment de juste placer une caméra, lui mettre un centre et la faire tourner autour de ce centre en regardant vers l'intérieur. On a très rapidement pu sortir ça. Le problème, c'est après qu'il a fallu dessiner le personnage 72 fois. Non, 96, pardon. 96. Le turn fait 96 frames. C'était beaucoup, 96. Vous l'avez fait en pas de 1, celui-là? Non, même pas en pas de 2. Même pas. C'est juste que le truc est lent. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je suis quand même pas fou. On va pas faire 96 fois le truc. Surtout que déjà qu'un turn en 8, j'ai du mal à trouver le 3/4. Si en plus tu me demandes de trouver le 96e, machin. En fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti très rapidement une petite modée, mais très 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 rapide du personnage. C'est-à-dire qu'on a fait les volumes principaux, genre une sphère pour la cape, un cylindre pour la tête, des bâtonnets pour les jambes et tout. On l'a mis au milieu. On a fait tourner la caméra autour. Et dans TV Paint, derrière, il a juste fallu retrouver les volumes par-dessus ça. C'était pas non plus du décalcage parce que le base block était beaucoup trop faible pour qu'on puisse vraiment tout retrouver. Mais ça nous a quand même beaucoup aidé. Et plus le compo à la fin, le plan rend, je pense, très bien. Oui. Et ça a été un peu le gros défi de ce film. D'ailleurs, celui qu'il avait 4 plans de moins, je crois, animés, tellement ce plan il était violent à tanker. C'était toi, hein
C'est lui qui C'était avait. pas C'est lui qui a été, il a Celui qui a eu été son plan à cibler. celui qui a tiré la mauvaise paille. Mais c'est toi surtout Ouais. qui le voulais, hein. Oui, bah, Surtout. écoute, je l'avais fait, Donc, je voilà. l'avais fait en Si ref, tu- autant que j'aille au bout, tu vois. Tu l'as voulu, bah, jusqu'au bout. Ouais. Et du Après, coup, on t'a relayé pour le clean, donc c'est vrai, ça c'est va. vrai. Ouais. Et du coup, après, on est arrivé au compo. Et le compo, c'était rigolo. Bah, c'est ça qui vraiment donnait enfin, comment dire, qui a vraiment donné de la gueule à C'est notre le projet ciment. dans le sens C'est le où- ciment entre les Ouais, briques. ouais. Mm. Ce qui fait que ça colle ou que ça colle pas. C'est-à-dire qu'on étalonne, avec le compo, on peut étalonner, c'est-à-dire littéralement donner une cohérence de couleur entre la 2D et la 3D pour qu'on ait vraiment cette impression de profondeur que les personnages sont vraiment incrustés les personnages sont vraiment incrustés dans le décor. Et on a pu du coup donner des effets de lumière, comme vous voyez, genre là rimes. sur le personnage, on a une espèce de petite rime, donc une lumière sur le côté pour vraiment avoir l'impression que la lumière tape directement sur le personnage et puis aussi un petit dégradé au niveau du sol pour vraiment avoir l'impression qu'ils sont littéralement sur le sol, quoi. Donc c'est vraiment ça qui va donner de la crédibilité à l'image. Donc ça, c'est fait au compo. Il y a, enfin, à quel point, à quoi ça ressemblait quand c'était à la couleur? Parce que, ok, il y avait pas la rim light, mais est-ce que tout le reste des ombres a été fait à la couleur en aplat quand même avant, j'imagine? Ouais, les ombres, tout a été fait en aplat. Donc c'était le seul problème de notre direction artistique, c'est que on a dû animer aussi les ombres. Donc en fait, on avait procédé par fichier. Donc on avait le fichier avec le rough, le fichier avec le clean, le fichier avec la couleur, et après il y avait le fichier avec les ombres. Ouais. Donc il y avait au moins plusieurs fichiers différents avant d'arriver au résultat final. Mais voilà, les ombres étaient réalisées en partie sur Tilly Paint. Et une question que j'ai par rapport au compo, est-ce que, parce que je sais plus s'il y a ça dans le film ou pas, des choses qui passent devant de la 2D ou des interactions 2D 3D, c'est souvent ce qui peut être le plus galère dans ce genre de cas. Il On l'a devait, pas fait. mais ça a été enlevé. Ouais. Mais ça a été enlevé. Bah, en Ah fait, ouais, c'était pourquoi? tu sais, avec la tour, on l'avait fait en 3D. Ah oui. On n'est pas des malades, hein. Oui, Mais c'est vrai, c'est vrai. on voulait un moment qui est pareil, un 90 degrés qui montrait une partie du champ de bataille et que la tour passe devant en effaçant les trucs de derrière. Après, ça aurait pas été très très compliqué à faire sur After. On aurait juste collé un masque sur la tour. Un masque qui suit la forme et quand l'anime passait devant, ça l'aurait juste coupé. Mais bon, on a malheureusement pas pu en arriver là et on avait déjà le 360 à gérer. C'était très complexe. D'ailleurs, je réalise qu'on a que 3 plans de mouvements de caméra. Mais après, dans toute la promotion, c'était très rare les films qui avaient plusieurs mouvements de caméra. C'était complexe, on va dire, à mettre en place. En fait, Ouais. pour notre film, c'est en tout cas ce que j'ai réalisé quand on a fait le storyboard. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on était très ambitieux dans le sens où on avait littéralement une bataille en film, animation 2D, en 2 minutes. Quand je faisais ma part du storyboard, je me suis dit, bon, il va falloir trouver des astuces pour réussir à faire prendre conscience aux spectateurs qu'on est bien dans une bataille, mais en même temps que nous, on se tue pas la tâche de notre côté. Il y a 2 armées de pions, ça fait 31. Ça fait, puisqu'on enlève le roi chez nous, ça fait 31 personnages. Évidemment, pas tous animés en même temps, mais ça reste beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc il a fallu trouver des solutions. Déjà, le tour par tour, ça a été pas mal comme idée. Pour éviter que tout le monde bouge en même temps, c'était pas trop mal. Mais surtout, il y avait beaucoup de personnages et beaucoup de plans aussi. Parce que vu que c'était de l'action, je pense qu'on est un des films qui avait le plus de on est le film qui avait le plus de plans. On est monté à 78. Voilà, c'est parce que vu que c'est de l'action, vu que c'est une bataille, il faut qu'il y ait une certaine rythmique qui faisait qu'en fait, on s'est très bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de plans, et les profs nous ont dit, ce que vous faites, c'est très très ambitieux, mais nous, on s'en sentait capable et on s'est soutenu corps et âme, et honnêtement, on s'est vraiment investi pour pouvoir le finir. Surtout qu'on a un peu triché dans le sens où, dans le storyboard, j'ai demandé conseil à pas mal de personnes au sein de la pédagogie, même des personnes qui n'étaient pas nos professeurs, parce que j'avais l'occasion de discuter avec tout le monde, tous les profs sont ouverts en fait à la discussion dans l'école si on a besoin d'aide. Mais donc je suis allée voir du coup les professeurs qui étaient plutôt calés en storyboard et je leur ai dit voilà mes inquiétudes. Nous on a un film plutôt ambitieux. Avec une bataille en 2D, donc comment est-ce qu'on peut régler ça? Et on m'avait conseillé de faire le plus de gros plans possible, donc sur le roi, sur l'action principale, et de temps en temps faire des plans d'ensemble, donc plus éloignés pour bien situer où se trouve le personnage, où est-ce qu'on est, mais vraiment maximiser les gros plans pour qu'il y ait le moins de choses à animer possible et essayer de donner l'impression de bataille plutôt par le suggestif, c'est-à-dire l'audio. Le son aussi.
le son. Ce que j'allais dire. Enfin, donner l'impression que oui, il y a bien une bataille derrière, mais plutôt jouer avec les bruits de lames, les cris, les coups, plutôt que sur vraiment le visuel. Et c'est là qu'il faut vraiment être stratégique et se dire, ok, moi je veux faire ça, j'ai ces limites techniques là. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour réussir à faire ce que je veux faire dans les limites imparties, dans les contraintes que j'ai. Donc c'est vraiment là où il faut vraiment être bien stratège. Au fil des RP aussi, on a nous-mêmes fait le choix des fois d'écouter certains conseils ou non. Il y a des fois où on sentait que les enseignants, on avait un jury de 4 profs à chaque fois au revue de projet. On sentait des fois qu'il y en avait, c'était la bonne chose à faire. Et des fois, on avait quand même envie de tenter notre chance parce qu'on pensait en être capable. Oui. Globalement, je pense que il y en a aucune des décisions qu'on a prises comme ça qui s'est retournée contre nous. Au contraire, je pense que ça a bien servi le projet. Et je pense que certaines qu'on a abandonnées un peu à contre-cœur auraient pu vraiment se retourner contre nous si on les avait poursuivies. Oui. Donc, Oui. en fait, Genre la tour. ouais, c'est ça. Mais chaque sortie de revue de projet, on faisait une grosse synthèse en groupe de ce qu'on acceptait à l'unanimité d'abandonner ou pas. Et si jamais il y avait pas la majorité, fallait donner des arguments. Et si jamais il y avait pas assez d'arguments amenés pour le garder, on l'enlevait dans le doute. Ouais, c'est le fameux truc de si c'est pas un grand oui où tout le monde est ok et tout, c'est que c'est c'est ça. ouf, quoi. Je pense on peut vite fait parler peut-être de l'organisation, de comment on a fait pour pas être dans la sauce. Vas-y, Elena. Lance-toi. Je me suis occupée de ce planning pendant tout le projet, donc je suis calée. Par exemple, pour l'organisation, moi, je voulais citer par rapport au clean, parce le but aussi de l'exercice, c'est que on est 4 personnes à bosser sur un projet. Le clean, c'est ce qui va être le rendu final de l'animation. Comment faire pour harmoniser un maximum le clean? Parce qu'en fait pour le rough par exemple on s'était réparti les plans et on s'est très bien rendu compte que le style graphique n'était pas du tout le même, donc on avait demandé conseil à nos professeurs sur comment est-ce qu'on fait par personnage, est-ce qu'on fait par plan, mais on s'entraîne à avoir la même direction artistique. Donc pour le clean on est plutôt parti sur chaque personne a un élément ou plutôt un personnage, on va dire de l'histoire. Sachant que le roi, vu que c'est le personnage qu'on voit sur tous les plans, on se les répartit en deux personnes. Donc en fait, pour le roi, il y avait une personne qui s'occupait de la tête à clean sur tout le long, une personne qui s'occupait du corps à clean sur tout le long, une personne qui s'occupait du coup de l'antagoniste, on voyait assez souvent aussi tout le long, et une autre personne qui s'occupait des pions en arrière. C'était ça, il me semble. Oui. Sachant que les pions, il y en avait tellement que j'ai eu besoin d'aide à la fin, mais je les rejoins là-dessus. Mais pareil pour les pions, ils étaient en arrière-plan. Oui. Il fallait quand même avoir cette impression de bataille. Il fallait qu'il y ait des pions en arrière-plan pour montrer que il y avait quand même quelque chose qui était vivant derrière. C'est surtout comme on a commencé à bosser à 2 sur le même fichier, parce que le problème c'est qu'on prenait un fichier de CV Paint, mais il fallait que tu prennes la dernière version. On va pas faire le clean sur un fichier qui n'a pas reçu le clean du roi. Du coup, ce qu'on a fait globalement pour s'entraider, c'est que déjà, il y avait le petit tableur à droite où chacun devait mettre s'il avait fait sa partie ou pas. Et surtout, pour essayer de se donner le maximum d'air pour respirer, il y en a un qui partait d'en haut, un qui partait d'en bas, et on se recroisait. C'est ça. Comme ça, quand tu te croisais, c'était le moment à pas travailler sur le même fichier. Et celui d'après, tu savais que ta pote, elle avait déjà fait sa partie, donc tu récupérais son fichier et tu reprenais. En fait, on a fait 2 groupes. On a fait le groupe du roi parce que le groupe du roi, ils pouvaient pas travailler séparément. En fait, ils étaient obligés de travailler ensemble. Et un groupe avec l'antagoniste et les pions et les débris, parce qu'en fait, ils étaient pas forcément obligés d'être ensemble. Ce qui fait que, par exemple, pour Yuna et Raphaël, elles se reliaient souvent. Est-ce que tu as fini le corps de tel plan? Comme ça, moi, je peux faire la tête. Et c'est comme ça qu'on a su faire une organisation. Et on s'est relayé les plans chacun son tour. Après, pour la colorisation, ça a été beaucoup plus. On s'est réparti les plans. On a juste posé les couleurs. Il n'y avait pas besoin d'une organisation spécifique. Et pour les ombres aussi, ça s'est fait un peu comme ça. Mais en fait, on le voit sur le planning qui est là. Tout ce qui est en rouge, c'était les rendus. Donc, je crois que le tout premier, c'était le rough. Enfin, c'était assez short. Mais j'ai fait un planning de sorte à avoir fini toute l'animation. Au moins, même j'avais prévu en tout cas de faire un planning de sorte à finir potentiellement le film 2 semaines en avance. C'était prévu, comme ça on sait toujours, il y a toujours du retard dans un film, toujours, c'est évident, ce qui nous permettait en fait via le retard qu'on avait eu de retravailler sur le montage et sur des choses. Donc c'était tout un travail d'organisation pour pouvoir finir à temps, pour pouvoir aussi penser au compositing, parce que compositing au final c'est ce qui nous a pris ça nous a pris énormément de temps. Et prévoir aussi combien de temps on va mettre pour telle étape. Le compositing, on s'est dit peut-être qu'on va mettre 1 semaine, mais non, au final on va peut-être mettre 2 semaines. C'est ça. Donc, puis tous les plans étaient pas les mêmes, hein. T'avais des plans, le compo il nous prenait peut-être 4
12 minutes grand max. Voilà. T'en as, on a passé la journée dessus, hein. Oui, bah on passait des journées dessus. On s'est reliés à deux et Yuna nous a rejoint aussi à la fin pour pouvoir faire quelques plans. Mais enfin, c'était vraiment une question d'organisation avec le clean. Enfin, surtout que le clean c'est très long. Quand est-ce qu'on va le finir, calculer le temps pour pouvoir tout finir à l'heure. Et puis parce qu'après il fallait préparer l'oral, préparer la présentation. Enfin, il y avait encore beaucoup de choses en amont à faire, quoi. Une partie du groupe partait à Annecy aussi, donc faut forcément Aussi. perdre une Donc, partie il y de avait l'équipe. la semaine noire en fait. Ouais, La semaine noire, c'est la semaine d'Annecy. Donc voilà, c'est pour ça. Après, il y a un truc qu'on s'est bien organisé aussi, c'est que ça, je pense aussi, c'est vu qu'ORPR nous a fait un compliment là-dessus, on a très vite compris que le son était très important. Et Oui. du coup, en fait, on a commencé le son, même de manière pas forcément très sérieuse, mais très en amont. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé au moment où il fallait vraiment passer sur le son avec une très bonne base de base. Donc, on a pu juste nettoyer un peu ce qui allait pas. D'ailleurs, on a même au début, on avait juste pris des onomatopées, des expressions, parce qu'on n'avait pas fait de lip sync, notre personnage ne parlait pas, mais quand même des fois il tombait, fallait qu'il fasse des bruits. Et au début, on avait pris juste ça sur des pistes qu'on avait récupérées, mais ça collait pas, c'était pas la bonne émotion et tout. Et du coup, on a réussi à obtenir le droit d'aller au studio son et on a nous-mêmes enregistré les voix du roi. Pour que ça colle le plus possible à l'émotion, à l'action, que ce soit pas trop dans l'exagération et que qu'on ait le maximum de contrôle, on va dire, sur notre son. Ouais. Et d'ailleurs, le son, c'est vous qui devez le gérer complètement, parce que c'est, est-ce que vous devez vous-même récupérer les banques de son, Ouais. voire faire des bruitages si vraiment c'est un truc méga précis, Alors, des trucs comme ça. Alors, il faut savoir que dans l'école, on a directement une banque de données avec pas mal de sons différents. Pas mal complète. Ouais, elle est vraiment complète. Donc là, on a vraiment pu piocher dans ce qu'il nous fallait. Donc tout ce qui était bruit assez, généraux. Donc Les épées. les épées, les pas. Donc tout ce qui était voix, là, c'était un peu plus spécial. Donc c'est Oscar qui a dû doubler. Mais ouais, généralement, on a vraiment pu se débrouiller avec la banque de données. Et Oui. pour tout ce qui était musique, on est allé du coup chercher sur des sites de musique libre de droit. Parce que ça faisait partie des prérequis. On était obligé de prendre une musique libre de droit. Ou alors, fallait nous-mêmes obtenir les droits. Mais c'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. À moins qu'il y ait quelqu'un qui fait de la musique dans l'équipe ou quoi, mais bon, c'est plus compliqué ça. peut-être. Ouais. Mais Bah, d'ailleurs, la musique qu'on a prise, c'est une banque un site de musique qui est donné par l'école. L'école ont un compte et en fait, chacun on a le droit à y avoir accès. Et je crois que notre musique, elle vient de là, il me semble. Au début, on avait cherché sur YouTube, mais il me semble que On la avait musique pris des finale, musiques gratuites de YouTube, mais elles étaient trop violentes. On avait pris des chants de Grégory à un moment, mais la rupture était trop brutale. Et on a vraiment fini sur celle-ci qui avait un rythme qui correspondait vraiment bien à ce qu'on voulait. Mais parce même que côté animation, il fallait qu'on trouve la musique très vite. Parce que, oui. si tu gères un rythme d'enchaînement de plans et d'animation de durée de plan, et que ta musique elle suit pas, c'est l'horreur. Ouais. Donc en fait sur le son, vous avez commencé à travailler dessus à quel moment? Parce que tu dis que c'est très en amont. Est-ce que l'animatique avait déjà une pré-base de son? C'est ça, l'animatique avait déjà une première bonne base de son. Je crois qu'on avait même mis des petits FX de son pour les déplacements, les dégâts, les trucs comme ça. Il me semble je pense qu'en février, on avait déjà une première base de son. Sachant que quand on est arrivé en février au jury, ils nous ont déjà dit que notre base de son était déjà poussée. Enfin, elle était déjà solide. pas mal. Voilà. Donc, l'animatique, des fois, était un peu radine en animation sur certains plans. Forcément, on avait moins de temps et en plus, c'était l'anime full 2D. On n'avait même pas encore fait les décors, donc l'animatique et même les décors, on les dessinait. Et du coup, des fois, on comprenait pas spécialement l'action, mais grâce au son, ils arrivaient à savoir ce qui se passait. Ouais. Et je sais pas ce qui reste après comme est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le PDF ou là j'ai terminé. Là moi j'arrive au bout du PDF. Après, Ok, alors si l'affiche. Ouais, c'est peut-être vrai. ouais. Parce qu'il y a un travail d'affiche qui est fait. Donc voilà, notre affiche. On s'est d'ailleurs fait un peu remonter les bretelles parce qu'on n'avait pas le droit de mettre le titre de l'école en rouge. Ah, parce qu'il y a une Il charte devait être en bleu. particulière. Il devait être en bleu, donc Mais ça n'allait pas. c'est compliqué de mettre du bleu sur une affiche toute rouge. On a négocié. C'est ça. Ouais. On a eu un sursis. C'est ça, ce que je voulais dire un peu avant aussi, c'est le côté paradoxal des écoles. Donc moi, j'ai pas fait d'école spécialisée animation, mais c'est qu'à la fois, t'es plus libre de faire ce que tu veux, parce en vrai, il y a pas de contraintes financières de production, de machin. Et en même temps, t'es méga stressé parce que derrière, il faut que tu débloques le diplôme. Ouais. Donc en fait, je sais pas trop à quel point c'est libre ou pas. Tu vois, c'est vraiment entre les deux. Franchement, surtout là, le rythme est très dur.
Mais nous, surtout, on a une super ambiance de promo. On s'entend très bien entre nous. On fait beaucoup d'activités ensemble. On organise, par exemple, les week-ends, des fois, on organise ce qu'on appelle des jams, où c'est un 48 heures où on va être à l'école tous ensemble. Et bah, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. On peut travailler sur nos projets qui sont un peu en retard pour l'école ou pour nos projets personnels. On fait pause, on va manger ensemble, on fait des activités. Soit on peut regarder des films. On a un projecteur dans la salle, on peut regarder des films tous ensemble. Franchement, c'est très sympa. Il y a vraiment une bonne ambiance. On se voit beaucoup. On fait beaucoup de soirées en semaine. Pour un peu décompresser, on part souvent assez tard de l'école, mais c'est souvent par choix, pour bien s'avancer, parce que aussi l'école nous met à disposition un très bon matériel. De ce que je disais tout à l'heure, depuis la première année, on a un bon PC et 2 écrans par élève, donc c'est quand même très pratique. On a beaucoup de licences qui sont pourtant assez chères. On a l'occasion de beaucoup produire pour s'entraîner et pour nous, pour nos portfolios ou nos bandes démos, si jamais on est bien évidemment à l'heure avec ce qu'il y a à rendre. Et du coup, ben, le reste du temps, en semaine, j'avoue, Rubicas, c'est à Valenciennes, donc Valenciennes, forcément, c'est un peu spécial comme ville, mais on a réussi globalement à se créer un petit quotidien en semaine qui est relativement sympa. On a des bars à jeux de société, on peut y aller de temps en temps, on fait des soirées chez les uns, chez les autres, que ce soit en grand comité ou en petit comité. Ça permet de vivre l'expérience en groupe beaucoup mieux, je trouve, que si jamais t'étais tout seul, quoi. Genre le quotidien, il est assez stressant, hein. Souvent t'es loin de ta famille et tout, si en plus t'es tout seul dans ton coin, ouais, c'est pas fou. Je sais pas si les autres veulent rajouter quelque chose. Non. Merci. Là-dessus. Ouais, c'est clair. Donc sur un peu l'aboutissement de tout ça, donc le film est fait. Et à ce moment-là, vous le montrez à la fin de l'année avec les autres films. Enfin, comment ça se passe en fait, un peu les retours aussi de gens qui vous ont vu peut-être galérer toute l'année en train d'essayer de le construire et puis de le voir à la fin, les échanges entre les différents groupes et tout. Ça se passe comment cette fin d'année? Bah, dans le jury, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on présente le film. Donc dans l'école, on a une espèce de salle qui est spécifiquement faite pour ce genre de projet de fin d'année, parce que littéralement, on est une école de jeux vidéo et de cinéma. Donc, on a vraiment besoin d'un énorme écran. Donc, notre amphithéâtre, c'est une salle de cinéma, en gros. Une très grosse salle de cinéma. Et donc, on présente nos projets ici. Donc, la promotion peut être là. Être là, nous soutenir. Et au premier rang, donc, on a le jury avec la pédagogie. Donc, certains profs qui nous ont suivis tout au long de l'année, donc dans notre projet, qui nous ont vu galérer, et d'autres qui n'ont pas vu le projet et qui le découvrent. Donc on a un peu un mélange de tout et on a environ 5-6 personnes dans le jury. Oui, c'est ça. Donc il y a des personnes du coup qui ont un avis assez influencé parce qu'ils ont vu le travail en amont et progresser et tout ça. Et il y a des personnes qui découvrent vraiment le film. Donc on a vraiment l'avis de deux types d'avis. Donc c'est vraiment sympa. Et donc on doit présenter un oral, donc le film. Déjà on présente le film donc à froid à tout le monde. Ensuite, on présente la production du film, donc comment est-ce qu'on s'est débrouillé, l'organisation, notre mode de réflexion. Et ensuite, on représente le film, donc cette fois-ci avec toutes les infos que on avait données auparavant. Et ensuite, on présente le making-of et à ce moment-là, on reçoit les retours du jury. Donc, est-ce qu'ils ont compris le film? Est-ce que le film était cohérent, ne serait-ce qu'en termes de scénario, d'image? Et puis, est-ce qu'on a su bien respecter le cahier des charges et est-ce qu'on a vraiment bien su dire ce qu'on avait envie de dire finalement. Oui. Donc à ce moment-là, c'est aussi le grand moment de découverte des autres films aussi. Et d'ailleurs, est-ce que les films sont tous en vue à ce moment-là? Forcément, t'en as vu un petit peu. Tu t'es un peu spoil certains, mais il y en a, tu les as pas vus du tout. Tu sais pas du tout comment ça s'est passé. C'est très sympa. Les making-of sont, vu que c'est obligatoire, souvent on les tourne un peu tous à l'humour, comme ça tout le monde peut un peu décompresser et voir que c'était quand même rigolo comme projet. Pour ce qui est de en ligne, ils attendent toujours une bonne année à peu près pour les mettre en ligne. Au cas où certains d'entre eux, parce qu'on n'est pas aidé par l'école en deuxième année, mais on peut les envoyer en festival si on veut. En général, j'avoue que c'est plus en troisième année et cinquième année qu'on envoie les films en festival. Oui. Mais on peut, par exemple, il y en a un dans notre promo, je crois, qui est Postmortem, ils l'ont fait, je crois. Ils ont été envoyés ils ont envoyé leur film en festival et du coup, forcément, on peut pas le poster vu qu'il est en période de, justement sous copyright. Mais après, ils sont mis en ligne. Je crois que c'est aux alentours de février ou mars qu'ils les mettent en ligne. Du moins, ceux de l'année d'avant ont été mis vers ces eaux-là. Peut-être un petit mot pour conclure sur le côté transition de l'année 2 à l'année 3. Qu'est-ce que vous faites en ce moment et tout?
Alors, c'est beaucoup plus technique cette année. Ouais. Oui, oui. La marche, elle est violente. Bah, en soi, on apprend vraiment plein de nouvelles choses. En tout cas, je vais parler à titre personnel, mais on apprend plein de nouveaux trucs et c'est là qu'on se rend compte si le métier d'animateur 3D est fait pour nous ou pas, dans le sens où on passe vraiment de quelque chose de très artistique en première année. Deuxième année, un petit peu moins. Troisième année, on est vraiment beaucoup dans les logiciels. On a quand même des cours de chara design, de direction artistique, donc on garde quand même ce petit côté artistique, on ne le perd pas. Mais on est quand même vachement axé sur les logiciels. On est très axé sur la technique. On a 7 nouveaux à apprendre en un an. C'est ça. Et à apprendre en troisième année, ils te demandent globalement d'être bon partout. Et c'est après que tu peux choisir là où tu veux travailler ou pas. Donc c'est violent. Mais en tout cas, pour ma part, j'apprécie beaucoup le fait d'apprendre, même si j'ai pas forcément envie de, par exemple, faire le métier de faire un métier dans le FX ou de faire le métier de rigueur, mais juste apprendre comment se fait un film de A à Z pour avoir juste l'indépendance de savoir comment est-ce que ça se fait. Je trouve ça satisfaisant dans le sens où on rentre vraiment dans le vif du sujet là. On rentre vraiment dans comment est-ce qu'on fait un film et comment est-ce que ça se passe dans les studios, comment est-ce qu'on s'organise, parce qu'aussi on a l'organisation des studios, comment ça se passe de pôle en pôle, donc du pôle texture au pôle lighting, au pôle animation. Comment est-ce qu'on apprend à travailler à peu près tous en même temps sans forcément s'attendre et pouvoir quand même réaliser un film qui fonctionne. Donc c'est hyper intéressant. On perd un peu du côté artistique, mais je trouve qu'on gagne en intégration dans le milieu professionnel et moi, ça me plaît. Oui. Alors que moi, je trouve qu'à l'inverse, justement, j'ai l'avis de plusieurs personnes autour de moi qui, justement, se retrouvent moins dans cette troisième année parce qu'il y a moins cet aspect créatif. Certaines personnes vraiment adorent la création, adorent avoir leurs univers, sauf que là, en fait, c'est beaucoup de... on doit faire ça comme ça et c'est comme ça, on doit juste apprendre, en fait. C'est un peu... c'est automatique, on est moins libre à la création et beaucoup de personnes se posent des questions et en fait c'est vraiment à ce moment-là que certaines personnes se rendent compte que en fait elles veulent juste peut-être pas faire de la 3D plus tard et plutôt s'orienter vers de la 2D ou rester dans un autre domaine qui s'oriente vers ça. C'est pour ça aussi que cette année on fait des choix et que certaines personnes pourront, après cette année-là, s'orienter vers d'autres écoles. Mais c'est en fonction de leurs orientations et de ce qu'elles préfèrent. Donc là, on parle de moins de création, plus de technique, c'est dans les exercices, dans l'année en général, parce que finalement, s'il y a un projet aussi de film à faire, à ce moment-là, le film est forcément plus ouvert, quoi, au niveau direction et tout, même si c'est que de la 3D. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. En fait, je pense que dans le programme, ils prennent en compte toutes les années de théorie créative qu'on a eues auparavant en première et deuxième année. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de manger un peu dans cette marge-là et de nous rajouter des logiciels dans le sens où on a quand même, là, on commence quand même à avoir des bonnes bases, par exemple en Cara. On commence à avoir des bonnes bases en termes de direction artistique. Et donc, on est capable, je pense, de faire des caras qui fonctionnent. Pas parfait forcément, mais de faire un aspect créatif de pré-production qui fonctionne. Et c'est cette année qu'il va vraiment va falloir travailler le sujet technique. Après, on n'est pas libre dans le sens où, comme c'est tout nouveau, comme c'est très complexe, forcément, on a plus de possibilités et en même temps, on est vachement freiné par nos capacités techniques dans le sens où, par exemple, cette année, dans le film de troisième année, on n'aura pas de dialogue parce qu'on n'a pas encore appris à faire du lip sync en animation, donc c'est-à-dire animer les lèvres. Pas de cheveux longs. Pas de cheveux longs. Il y a plein de contraintes. Parce que c'est difficile à animer, quoi. Mais en même temps, je pense qu'en termes de liberté d'animation, parce que l'animation 3D, pour ma part, je pense, va un peu plus vite que l'animation 2D. En termes d'animation, de décor, de lumière, on aura plus de possibilités, plus d'ouverture. Donc c'est 50-50. Et voilà, pour conclure peut-être, en gros, est-ce que vous avez un petit mot de fin, un truc peut-être que vous avez appris en particulier peut-être sur la création de ce projet-là, qui vous a fait dire tiens, si j'avais peut-être su ce truc-là avant, sur comment ça fonctionne, ou un petit déclic que vous avez eu ou quoi au cours de l'année, peut-être que franchement le plus de communication vous mettez dans un groupe, le mieux le projet va se passer. Chaque fois qu'il y a eu la moindre hésitation, la moindre discorde, des fois où on comprenait pas trop pourquoi notre idée n'avait pas été prise et tout, on en parlait calmement et c'était très rapidement réglé. Et du coup, en fait, ça nous a permis de très rapidement passer à autre chose
Et plutôt que de traîner ça, puis à un moment de demander, ouais, mais pourquoi on n'a pas fait ça ou un truc comme ça, mais alors que ça aurait pu être réglé une semaine en avance. Puis aussi, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à demander de l'aide aux intervenants. Il y en a plein qui, j'ai vu, voulaient un peu se débrouiller tout seul. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu essaies de te débrouiller tout seul, genre en compo, et que tu vois qu'à J-2, t'y arrives pas, c'est un peu tard pour appeler le prof. Pour 60 plans, c'est un peu tard pour appeler le prof, quoi. Oui. Donc, voilà. Je pense aussi que il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on a besoin, ce qu'on nous demande dans le cahier des charges et ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est ça qui a aussi été le plus difficile dans le projet, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait savoir lâcher des idées parce que on avait très envie de les faire, mais ça ne servait pas le projet. Mais des fois, je vais prendre un exemple, mais il y avait un plan qui nous tenait très à cœur, donc le plan de fin. Je ne le spoil pas, mais c'est le plan de fin. Où on nous avait dit à la pédagogie, la pédagogie nous avait dit pendant les RP, est-ce que vous êtes sûr? J'ai pas l'impression que ça fonctionne, mais nous, on était intimement convaincus que ça pouvait fonctionner avec un bon son, avec un bon montage. On était intimement convaincus que ça pouvait fonctionner. Non pas parce qu'on trouvait que le plan était très cool, mais parce que on le savait que ça fonctionnait, on le sentait. Donc on l'a gardé. Et effectivement, ça a fonctionné parce qu'il y a eu le montage final, parce qu'il y a eu le son, mais c'est parce qu'on l'avait déjà imaginé, anticipé, et que forcément, au premier RP, ça fonctionnait pas très bien. Mais on savait ce qu'on voulait faire et on l'a gardé. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses entre le cahier des charges, ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous demande de faire, et ce qu'on est vraiment intimement convaincu que ça va fonctionner. Il faut prendre plaisir aussi. Aussi savoir ce qu'on est capable de faire. Aussi, oui, c'est savoir ce qu'on est capable de faire. On peut vouloir très fort faire quelque chose, mais... Voilà, genre, si on avait absolument voulu faire crier notre roi, le faire parler et s'exprimer, on aurait pu le vouloir, mais on savait pas le faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut vraiment être lucide, en fait. Oui. Et donc, comme tu disais, Elena aussi s'amuser en le faisant, essayer d'avoir le côté peut-être moins lourd, de juste, c'est une production à faire qui est une charge et tout, d'essayer d'avoir... C'est ça. Il faut savoir, avec les contraintes qui nous sont posées aussi, prendre du plaisir et se dire, bon, voilà, ça marchera pas, et c'est pas grave. Il faut vraiment essayer de voir le positif dans tout ce qu'on fait et pas commencer à avoir des regrets, en fait. Si on met ça de côté, on le met de côté, on n'y pense plus, on va de l'avant. Et c'est des projets, en fait, qu'on fait en groupe avec des personnes qui sont aussi nos amis, en soi. Plus tard, on fera pas forcément des projets avec des personnes qui seront nos amis. Donc, je pense que c'est aussi il faut en profiter, entre guillemets, de pouvoir faire des projets avec des personnes avec qui on s'entend bien, et tant que c'est dans le cadre scolaire, et juste s'amuser, parce qu'au final c'est en s'amusant que aussi on voit dans le film qu'on s'est amusé. Enfin, quand un projet est réussi, généralement aussi c'est parce que les personnes qui l'ont fait se sont amusées et se sont bien entendues et que ça s'est bien passé. Ça se ressent en fait dans le film que les personnes ont pris plaisir à le faire. Oui, je suis d'accord. Après bon, il y a sûrement plein d'exemples de films où c'est super plaisant à regarder, où c'était un enfer, mais bon, on va dire que je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Mais oui, on essaie de garder, en tout cas pour nous. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi. J'en parle parce que vraiment pour nous, en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Ça s'est vraiment passé. J'ai jamais eu un projet aussi parfaitement enfin, je dis parfait parce que ça peut pas être parfait, mais vraiment, on s'est tous très bien entendus. On a eu une bonne cohésion. Il y avait rien à redire là-dessus. On s'entendait bien, on rigolait. On est toujours pas tous les quatre. Et ça, c'est très, très rare. Tous les quatre. Faut l'applaudir, c'est très rare. Et puis voilà, enfin, on savait dire les choses. On savait aussi quand ça allait pas, on va dire que la personne avait fait quelque chose de mal, qui allait pas. Et je veux dire, ça s'est toujours très bien passé. C'est pour ça aussi que peut-être je vois ça en rose, et parce que j'ai pas eu vraiment une mauvaise expérience aussi. Mais voilà, il faut retenir le positif, dire que voilà, on a pu s'amuser. Il faut s'amuser, il faut pas l'oublier, parce que des fois on s'enferme trop à vouloir faire un projet, à vouloir qu'il soit bien, à vouloir tenir dans les cordes. Mais faut pas oublier aussi qu'il faut prendre un minimum de plaisir. Merci à tous et toutes d'avoir été là pour partager votre film. Donc je mettrai des liens vers les Instagram de tout le monde, les liens vers les BD, enfin tout ce que vous m'envoyez, je pourrais le mettre en description pour les gens qui veulent en savoir plus. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour discuter d'autres projets, pour un projet de 3e année ou autre, avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté. Merci énormément.